Là, on attaque les isométries du tétraèdre régulier, on attaque toutes les sortes de... Voilà, donc là, c'est lié au sous-groupe de SO3. Des choses qu'on a fait quand même pas mal dans H2G2 avec Jérôme Germoni, donc c'est des choses que je connaissais bien, mais bon, bien sûr, là, il y a des dessins vraiment extraordinaires. Voilà, bon, tous les déplacements sur un cube, sur un tétraèdre, etc. Toutes les symétries, tout est vraiment bien dessiné. Donc on retrouve S4 comme euh, comme le groupe des isométries positives du cube, par exemple, et donc on a un dictionnaire hein, entre les types de retournement et les types de décomposition. Bon, il y a le groupe du cube de Rubik, les relations entre le tétraèdre et le cube, donc le fait qu'on a deux tétraèdres inscrits dans un cube, et donc à quoi ça correspond au niveau groupe, tout ça. Ce joli dessin, on voit l'éclatement du cube comme ça, en, en petit tétraèdre, à partir d'un octaèdre central qui est dans le cube, et on fait tout exploser ensuite en tétraèdre. Les isométries du cube avec une jolie exergue. Chaque centimètre cube d'espace est un miracle. Combien de miracles y a-t-il dans un mètre cube d'espace? Magnifique. Oui, et puis un truc que j'avais pas réalisé. Ben oui, comme le groupe des isométries hein, du cube, c'est S4, c'est le produit direct S4 par C2. Il va y avoir des éléments qui vont être d'ordre 6 dans ce groupe. Et en fait, on va même avoir D6. Hein. Et s'il y a D6 dans le groupe des isométries, on se doute qu'il va y avoir un hexagone inscrit dans le cube. Et effectivement, donc, vous avez ce petit hexagone là, qui est joli comme tout, qui est inscrit. Donc, bon, avec donc ce groupe cyclique qu'on avait vu dans un chapitre précédent, et donc qui a pour générateur une IPFU, hein, donc c'est une symétrie rotation, avec la façon, donc vous avez pareil, un joli dessin. Le groupe du cube comme le produit en couronne, C2, S3. Alors ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qu'il y avait que j'ai découvert dans le livre d'Alain sur les groupes. Le groupe du cube, on peut le voir comme un C2 produit en couronne avec S3. Alors produit en couronne, ça veut dire que S3 va agir sur C2, croix C2, croix C2. Voilà. Donc, en fait, ça revient à permuter géométriquement les trois axes orthogonaux du cube. Et après, bon, ce genre de choses vont servir, il me semble, après, quand on va regarder les groupes d'automorphisme. Bon, alors bon, là respect. Là, là, faut avoir du temps et de la patience, mais aussi du talent. Alors, j'aime beaucoup le chapitre 10, le groupe GL2 de F3 et le groupe S4. Voilà. Hein, donc, les liens entre les deux. GL2 de F3, ben, il agit sur les droites du plan sur F3, donc qui possède 4 droites. Donc GL2 de F3 va agir sur ces 4 droites. Donc il va y avoir un morphisme de GL2 de F3 sur S4. Donc il va avoir pour noyau les homothéties. Et donc on a un isomorphisme PGL2 de F3 et S4. Donc il y a des relations entre GL2 de F3 et S4, GL2 de F3 qui va être d'ordre 48 et S4 d'ordre 24. Et ce qui est intéressant, c'est que dans GL2 de F3, il y a SL2 de F3, SL2 de F3 qui maintenant est d'ordre 24, d'accord. Et dans SL2 de F3, il va y avoir un de silo qui va être unique, donc distingué, et qui est isomorphe à H8. Et on peut même prendre pour H8, comme définition de H8, le sous-groupe distingué d'ordre 8 de SL2 de F3. Et grâce à ça, vraiment, il y a plusieurs preuves, et ça je me suis régalé, pourquoi S4 est le groupe d'automorphisme de H8. Il y a de la réduction, parce que
ce que je remarque dans le livre, c'est que vraiment ils utilisent très très peu de matrices. C'est très rare qu'on voit des matrices. C'est-à-dire qu'on fait tout soit avec des groupes, soit alors avec des dessins, soit des graphes, mais très très peu de matrices par rapport bon, c'est quand même un exercice de style. Mais là, il y a des matrices pour, bah oui, puisqu'on passe à SL2 de F3, essayer de comprendre les classes de conjugaison d'éléments d'ordre pair pour comprendre H8. D'accord. Et donc on voit S4 comme le groupe des automorphismes de SL2 de F3. Et là, il y a plusieurs preuves, 3 preuves différentes. Une plutôt avec des générateurs et relations, donc la dernière, je la trouvais moins lumineuse. La première, je la trouve vraiment magnifique. Bon, bah, je vous laisse la découvrir. Et puis la deuxième, avec les classes de conjugaison d'éléments d'ordre 3 dans SL2 de F3. Chacune des deux ferait un magnifique problème dans une UE de groupe. Hein. Je conseille aux profs de regarder ça. Alors là, une configuration cubique dans le treillis de GL2 de F3. Oui, on va pouvoir créer un cube dans le treillis des sous-groupes de GL2 de F3. Alors GL2 de F3, il est d'ordre, quoi, on a dit 48. Dedans, il va y avoir S3 et il va y avoir 8 copies en fait de S3. Alors que dans S4, vous voyez bien que vous avez 4 copies de S3. Incroyable, avec des dessins, avec des fleurs et des citrouilles, magnifique. Bon, là on attaque après en chapitre 11 le groupe binaire octaédral. Donc ça, ben, on sait qu'il y a un revêtement de SO3, c'est SU2, et donc dans SO3, ben, il va y avoir S4 comme groupe du cube, des déplacements du cube, et donc on va tirer ce S4 dans SU2 et obtenir ce groupe S4 tilde qui va être de taille double, hein, et qui va se retrouver dans SU2. Voilà, encore de beaux dessins. Et étude. Donc c'est ce que je vous disais un peu, ce qu'on appelle les cousins, hein, de S4. Là, super chapitre 12, le groupe S4 parmi les groupes d'ordre 24. Comment caractériser le groupe S4 au milieu de tous ses autres copains qui ont même ordre que lui. Et là, donc c'est fait avec des petites propositions, des trucs, mais pas mal d'exercices. Et ces exercices-là, franchement, chaque exercice, ça peut être un problème. Ça peut être dans un problème d'agrègue, ça peut être des beaux problèmes pour une UE d'algèbre de master. Super chouette, vraiment. Et donc, montrer, tiens, je vous lis, montrer qu'un groupe G d'ordre 24 qui n'a pas d'élément d'ordre 6 est isomorphe à S4. Voilà, des petites choses comme ça. Avec, bien sûr ça se déroule. Hein. Et là, les tables de caractères de S4 et de ses amis, avec une exergue de Jacques Lacan que j'ai adoré. La structure narcissique a un caractère irréductible. Bon, alors là c'est au perché. Voilà, donc, table de caractères. Bon, des choses aussi qu'on avait faites avec Jérôme Germoli dans H2G2. Mais là, avec peut-être un petit peu plus de table de caractères. Peut-être parce qu'il y a tous les caractères des groupes cousins. Bon, peut-être dommage, c'est ce que je disais, moins d'utilisation de la table de caractères. Voilà. Mais bon, alors merci à eux, ils nous ont mis une section à part, une référence de qualité. Le lecteur pourra consulter la remarquable chapitre 11 de H2G2 avec la correspondance de Mackay. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une faute d'orthographe. Mackay, c'est plutôt la correspondance de Mackay avec un A.
Mais bon, ça fera des choses pour la prochaine édition, c'est bien. Bon, je vérifierai si j'ai pas dit de bêtises. Alors, il y a aussi le chapitre 15, c'est sur présentation du groupe symétrique S4. Voilà, hein, donc ça, c'est des choses qui sont souvent mal comprises par les étudiants et très très bien fait ici. C'est lié à la programmation des groupes. Bon, ça c'est une chose. Il faut savoir montrer qu'on a un isomorphisme entre le groupe qu'on est en train de manipuler, donc le groupe S4 ici, et une présentation avec générateur et des relations. Donc un isomorphisme entre le quotient d'un groupe libre par un certain sous-groupe distingué. Donc le groupe libre, c'est là où on va voir les générateurs. Sous-groupe distingué, c'est là où on va voir les relations, en quelque sorte. Il faut bien montrer qu'on a un isomorphisme avec ce groupe ici, S4. Et il y a plusieurs façons d'obtenir des générateurs et des relations. Et tout ça, ça se voit avec le graphe de Cayley. Voilà, c'est très bien fait et c'est quelque chose qui manque un petit peu aux étudiants parce que c'est pas tellement au programme, mais ça permet d'éclairer un peu la notion de groupe et cette fausse simplicité, hein, cachée derrière les axiomes du groupe. Le groupe S4 et la correspondance de Galois. Alors ça, j'ai bien aimé. Et puis après, le birapport, c'est le dernier chapitre. Il voit le birapport et c'est intelligemment fait parce que on voit les choses avec beaucoup de dessins. En tout cas, c'était bien d'avoir fait un chapitre sur le birapport. Comme je disais, je pense que Rached Naimi avait déjà écrit beaucoup de choses sur le birapport dans les livres précédents. Il n'a pas voulu se répéter, je pense. Mais en tout cas, bon, moi, j'ai pas mal milité pour que le birapport fasse partie un peu plus des programmes à l'agrégation, qu'on forme des profs de maths qui connaissent le birapport. Le birapport, c'est derrière, c'est quelque chose qui contrôle quand même le projectif. Le projectif, voilà, quoi, on peut estimer que des profs de maths doivent savoir comment fonctionne la 3D, quel est le rôle du birapport dans des problèmes purement photographiques ou dans des problèmes de 3D. C'est une bouteille à la mer. Bon, maintenant, si on veut continuer sur le livre, on va passer sur une autre vidéo, parce qu'il y a un moment dans les mathématiques où il faut arrêter d'être en mode gesticulation si on veut avancer un petit peu. Et donc, on va passer un peu au tableau. Alors maintenant, ben voilà, je voudrais quand même dire merci à Alain et à Rached pour ce beau livre. Voilà. Hein, puis vive les livres de la collection Nano. Ils sont intéressants. Ils sont un bon intermédiaire entre l'Internet qui nous propose bon, des maths, mais si on regarde trop les maths sur Internet, on finit sur une superficialité, sur un mode zapping, etc. et qui peut être dangereux. Ce livre-là et la collection en général, c'est vraiment des livres agréables, mais qui ont le côté profond hein, d'un livre. Et puis, merci, vive les auteurs là, qui participent à Calvage et Mounet. C'est vraiment pour moi la meilleure des éditions en France de maths. Il n'y a même pas photo. Hein. C'est une évidence de le dire. Et puis voilà, ben, donc merci encore une fois à Alain, à Rached. Longue vie à eux. Merci à tous ces auteurs pour leur enthousiasme. Et je vais reprendre l'exergue de Poincaré hein, pour tous ces livres qui parfument nos vies. C'est les